Dominique de Villepin est notre noisette de droite. Comme vous le savez, les noisettes, ce sont les petits candidats là qui, dans cette période de préélection présidentielle, vont se pointer pour essayer de se raconter qu'ils sont la synthèse, ce qui permet de faire l'unité, mais qui vont se retrouver coincés, telle la noisette dans le casse-noisette, entre deux forces politiques qui vont littéralement les broyer. On connaît nos noisettes de gauche, comme vous le savez, mais il y a aussi des noisettes de droite. Et dans ces noisettes de droite, il y a Dominique de Villepin. Dominique de Villepin essaye de se placer dans un espèce d'espace entre le centre en déliquescence macroniste, etc., et la droite qui est de plus en plus une droite dure pour laquelle il est de plus en plus difficile de tracer une frontière entre l'extrême droite et la droite, qui assume une ligne raciste, extrêmement libérale. Et Dominique de Villepin, là-dedans, arrive tel un vieux sage. Il a la particularité notamment de tirer des gratifications du fait de s'être positionné d'une manière moins dégueulasse que les autres sur le génocide en cours en Palestine, par exemple. Et donc, on se met à croire que Dominique de Villepin est un mec de droite, mais un mec de droite gentil, quoi. Tu vois, un mec de droite qui est compréhensif, pas raciste, etc. Et il s'est fendu d'une sortie assez hallucinante dans le contexte du triste anniversaire 20 ans après de la mort de Ziad Ebouna. On va revenir en long et en large sur cette affaire pendant cette capsule et on va regarder un petit peu Dominique de Villepin être relativement, je vais le dire très très franchement, indécent quand on sait quelle est l'histoire politique de ce mec et à quel niveau de responsabilité il était au moment où ce drame a eu lieu. Ça part à lui de responsabilité politique là-dedans. Là, il arrive telle une oie blanche, nous disant que quand même, voilà, c'est très triste et tout. On va regarder tout ça avec Chris. Chris, es-tu prêt à ce qu'on mette en lumière la réalité de la noisette Villepin, qui est peut-être un petit peu plus raciste et un petit peu plus acteur des politiques racistes de ces dernières années, qu'il essaye de nous le faire croire? Ça roule, ouais, on va faire ça parce que je pense qu'il y a besoin de faire du rattrapage sur ça. C'est intéressant parce que nous, on en a parlé plusieurs fois, dans plusieurs capsules. Je crois que les premières fois, on l'a évoqué vraiment en profondeur, mais de toute façon, on y reviendra pas simplement sur la patte du team, mais avec des campagnes, sur la séquence, on va dire, de confusion. C'est 2005. Et 2005, ça avait rebattu les cartes. Il y avait deux grands moments. Le référendum constitutionnel, là où il y a eu un vote non majoritaire, et notamment ultra majoritaire dans les quartiers populaires aussi, il faudra le rappeler. On va le voir, ils ont pris doublement la crise qui commençait dans le néolibéralisme de manière économique, sociale d'abord et ensuite raciste, voilà. Et on va le voir avec Ziad Ebouna. Et oui, Villepin était Premier ministre à l'époque, donc il essaye de nous enfumer là-dessus. C'est lui qui avait fait aussi le CPE l'année d'après, en 2006, un contrat première embauche où vous pouviez être embauché à la moitié du SMIC. Même aujourd'hui, Macron n'a pas osé le reproposer, ça, mais voilà. Donc on est vraiment face à un néolibéral de droite, voilà, conservateur, mais sur la géopolitique, la France, parce qu'elle était un peu moins en crise, encore un peu plus importante sur la scène internationale, se targuait d'avoir un petit peu plus de mesures que l'impérialisme américain. Il y avait eu ce refus de 2003 à la guerre en Irak, Bush fils, voilà. Et donc aujourd'hui, il arrive juste avec ça. Tu l'as bien dit, en se faisant passer pour quelqu'un de mesuré, de gaullien, droite sociale, etc. Mais c'est de l'enfumage absolument complet. Non seulement ça n'a jamais été ce qu'il était, c'est un type opportuniste, et en plus, si demain il s'imposait à la tête de l'État, il n'aurait aucun moyen, aucun soutien pour pouvoir appliquer une soi-disant politique sociale, donc il ferait exactement les mêmes réformes néolibérales. Le programme et même la vision politique de Villepin, c'est Édouard Philippe, quoi. On est vraiment arrivé dans un pays tellement raciste et islamophobe que dès qu'on voit quelqu'un pas taper sur les musulmans, on a l'impression qu'il est de gauche dans ce pays. Vraiment, les gens qui pensent que c'est compatible avec la gauche, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est peut-être l'occasion justement de rappeler cette séquence, on va dire, tu vois, début des années 2000, 2002, 2005, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire cette période de confusion où la droite explose, la gauche explose, plein de gens arrivent avec du ni gauche ni droite, du système anti-système, ça se brouille, ça se confuse, c'est le clair-obscur de Gramsci qui est en train de se dissiper par la moïsation, mais c'est bien d'en reparler, on va en reparler souvent parce que c'est vraiment fondamental. La moïsation, je rappelle très rapidement, c'est le fait que, passer cette période de confusion avec des gens qui se disent ni droite ni gauche, le peuple contre les élites, etc. En fait, la crise du capitalisme avançant, il y a une clarification qui est en cours. Au départ, la moïsation, c'était pour parler des rouges-bruns, et donc on disait que les rouges-bruns, ces espèces de gens un peu type République souveraine, les Charles, etc., qui disaient, oui, d'un côté, le social, c'est important, le droit du travail, etc., mais il y a des trucs de merde, genre les questions antiracistes, les questions féministes, les questions LGBT, ça c'est du sociétal, voilà, et ça c'est nul, c'est des
libéraux libertaires et je sais pas quoi, qui mélangeait un peu tout ça. Et ben la crise du capitalisme faisait que la mer Rouge-Brune allait s'ouvrir en deux, tel Moïse qui ouvre la mer Rouge, n'est-ce pas, avec d'un côté le rouge et de l'autre côté le brun. Et en fait, ça, on peut aussi le voir dans une séparation entre la droite et la gauche avec la crise du capitalisme qui oblige de nouveau une gauche à être réellement radicalement de gauche et une droite à être réellement radicalement de droite, voire d'extrême droite. Et là, vous allez voir, Villepin, lui, il fait partie de ces gens qui ont envie de résister un peu à ce mouvement de l'histoire, ce qu'il ne va pas réussir à faire, évidemment. Et là, on va vous lire le communiqué qu'il a sorti suite, donc comme je le disais, aux 20 ans de la mort de Ziad Ebouna. Et vous allez voir que dans le communiqué, qui se veut un peu coulant, gentil, vous allez voir quand même que le gars, il y a quand même un sous-texte parce qu'il essaye, comme une petite noisette qu'il est, de ménager les deux côtés du manche, tu vois. Et donc, tout en faisant mine de reconnaître une faute de l'État et un problème de racisme systémique qui amène concrètement à la mort d'enfants, en fait, il y a quand même un petit discours raciste derrière, même quand il essaye d'avoir l'air pas raciste. Je me permets très très rapidement, mais on va y revenir juste après, de rappeler Ziad Ebouna, c'était 2 enfants. Les adolescents sont des enfants, je le rappelle. Et on a toujours tendance à nier la qualité d'enfants, particulièrement des jeunes garçons issus de l'immigration subsaharienne, maghrébine, etc. Donc moi, je tiens à ce qualificatif d'enfants. C'était 2 enfants qui, alors qu'ils n'avaient absolument rien fait et rentrés d'une partie de foot avec leurs copains, ont été coursés par la police parce que suspectés d'avoir volé des choses qui n'avaient pas été le cas. Du fait que dans ce pays, la police fait peur, particulièrement aux jeunes garçons des milieux populaires. Ils se sont mis à courir à toute vitesse. Ils se sont réfugiés comme ils ont pu dans un transfo et ils sont morts électrocutés dans ce transfo, alors que nous avons des enregistrements de la BAC qui les suivait, qui les voit rentrer dans le transfo et qui dit qu'ils ne vont pas donner cher de leur peau. On sait que les secours n'ont pas été appelés. Il y a eu de multiples rebondissements judiciaires derrière. On va vous montrer le travail qui a été fait par une camarade là juste après, qui a fait un énorme travail de documentation sur cette histoire. Je vous conseille aussi la vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne Histoire Crépue, qui parle de l'affaire Ziad Ebouna, qui rappelle déjà qui étaient ces jeunes garçons qui sont décédés en 2005 et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire. Ils le mettent aussi en perspective avec l'utilisation récurrente de mesures qui datent de la colonisation, de mesures de maintien de l'ordre, etc. Parce que dans les suites de la mort de ces 2 enfants, il y a eu un mouvement de révolte intense qui a été appelé les émeutes de 2005 à l'époque, avec d'immenses révoltes dans les quartiers populaires de toute la France, pas que en région parisienne, là où avait eu lieu ce drame. Ça a vraiment été, je pense, un tournant. Moi, je sais, mais Chris et moi, on est à peu près de la même génération. Moi, j'avais à peu près l'âge de Ziad Ebouna, j'étais un tout petit peu plus jeune. Et ça a vraiment été un truc, je le dis à titre personnel, vraiment extrêmement fondateur dans mon rapport à la politique, de voir la mort de ces enfants et de voir dans les suites immédiates les réactions qui ont eu lieu. Et même la gauche de l'époque, le Parti socialiste, qui se posait plus la question de comment faire en sorte que les émeutes s'arrêtent, plutôt que de se dire, mais putain, on vit dans un pays où la police fait tellement peur à des gosses qu'ils se réfugient dans des endroits où on les laisse crever. Je pense que c'est vraiment un truc qui est fondateur pour beaucoup de gens oui. dans ce pays. Et voilà, bref. Et c'est d'autant plus fondateur parce que je faisais le lien avec 2005, c'est vraiment intéressant. C'est 2 tournants où la gauche s'est loupée. Il y avait un tournant justement de crise du néolibéralisme qui était incarné par le TCE et la montée justement de montrer que la France s'enfermait dans l'islamophobie qui date pas de 2005. Il y avait eu la loi de 2004, il y avait Creil, il y avait eu les socialistes qui avaient commencé à infuser ça. Voilà, ça vient de la gauche en fait, ce racisme islamophobe. Sous couvert de laïcité, exactement, etc. Voilà. On connaît Printemps républicain aujourd'hui, mais tu te rappelles à l'époque on avait Riposte laïque qui étaient vraiment des pires, voilà. Et ça, c'est 2 moments où la gauche s'est enfermée vraiment dans le libéralisme conservateur et islamophobe. Elle a refermé la parenthèse, même s'il y a une gauche qui est née de ça, qui est devenue le PG, le parti de gauche Mélenchon aujourd'hui, la France Insoumise. Et pareil pour le racisme et la vision de la police et de la répression dans ce pays. Et c'est là où, moi je vais finir là-dessus, et puis on va vraiment rentrer dans le sujet, mais quand on parle de Mélenchon aujourd'hui et de la force qu'elle a FI, il y a peut-être une désynchronisation. Si elle est si forte aujourd'hui, c'est qu'elle a rattrapé cette génération dont tu parles, qui est née justement à la politique entre 2002-2005 contre le néolibéralisme et avec une compréhension de ce qu'était le racisme structurel dans ce pays. Et quand les gens font croire que Mélenchon s'est retourné, non, en fait, Mélenchon, il a juste suivi ça avec un petit peu de temps. Ça a été beaucoup plus facile par rapport à sa position de lui, de commencer par la critique du néolibéralisme, de l'Europe, de la crise du capitalisme, et donc de faire le PG, mais il a aussi dû venir à l'antiracisme plus profond et à la lutte contre l'islamophobie pour les mêmes raisons, parce que tout ça a la même matrice 2005, et ces deux-là ne peuvent pas fonctionner ensemble. Vous n'aurez pas une lutte contre la crise du néolibéralisme, contre l'application de la pénurie et de la violence, si vous n'avez pas une profonde vision politique antiraciste, égalitaire et de critique profondément de ce qu'est l'institution policière et médiatique
pour justement criminaliser des gens, des jeunes en plus qui cumulent les banlieues. Tu sais, ça a toujours été dans l'histoire de la bourgeoisie, les faubourgs, c'est-à-dire faubourg populaire, d'être la masse criminogène. Ça bouge dans les faubourgs, disait la bourgeoisie au 19e quand ils commençaient à prendre peur. Vous pouvez voir plein de films là-dessus, de Marcel Carné, etc. Enfin bon, c'est une histoire, voilà, l'histoire des faubourgs révolutionnaires dans ce pays, les faubourgs rouges. Et en plus, là, ils cumulent la race. Donc en fait, on a fabriqué une masse à contrôler, à violenter, comme tu disais tout à l'heure, qui est suspect ontologiquement, de base. Il n'y a pas de vous êtes suspect parce que vous avez fait ci, vous vous êtes trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Non, vivre dans les quartiers populaires français en 2005 et encore plus aujourd'hui, c'est déjà être suspect. Et c'est le mauvais endroit, le mauvais mouvement quand vous êtes un adolescent, voilà. Donc, encore plus quand vous êtes un adolescent noir et un adolescent arabe, ce qui était le cas de Ziad Ebouna. Exactement. Et donc, ouais, c'est vraiment l'histoire de la violence raciste systémique de l'État français, par sa part policière, par sa part judiciaire aussi, par ses relais politiques et médiatiques. Et c'est aussi une histoire de violence de classe et de violence sociale. Petit détail que j'ai appris dans la vidéo d'Histoire Crépue, mais les deux pères, le père de Ziad et le père de Bouna, étaient tous les deux éboueurs. C'est extrêmement précis. Les éboueurs sont la profession qui meurt le plus jeune, qui font l'un des métiers les plus nécessaires à la société, avec le plus de difficultés liées aux horaires, liées à la difficulté du travail. Et ce sont ceux de toutes les professions qui ont le plus de surmortalité. Les éboueurs vivent 10 à 15 ans de moins en moyenne que les autres et parfois voient leur fils mourir parce que coursé par la police. Bref, voilà, alors, donc, là-dessus, Dominique de Villepin. Eh ben, je lis. Donc, Ziad Ebouna, 20 ans après, La République dans un miroir. Faudrait que je m'entraîne à faire l'imitation de Villepin, parce que je sais que les gens apprécient mes imitations, mais... Oui. 2025, la France... Et comme, il y a un peu un lien comme ça, voilà, mais il faut que je m'entraîne. Voilà. Et comme embourbé dans le piège identitaire, sécuritaire et autoritaire. C'est déjà... C'est à double lecture. Parce que tu sais, tu peux dire est-ce qu'il critique l'identitarisme d'extrême droite, etc. Tu vas voir qu'après, c'est pas si clair que ça. Ça ne l'a pas empêché d'avoir Sarkozy comme ministre de l'Intérieur quand il était Premier ministre. Rappelons-le. La succession des crises, qu'elles soient économiques, sociales, migratoires, migratoire. Oui, déjà sur le même plan que économie sociale et climatique. Hein. Ouais, c'est ça. Cette énumération-là, c'est aussi un moyen de les distinguer et de les autonomiser entre elles. Comme si les crises migratoires n'étaient pas en rapport avec le climat, l'économie, tu vois. Non, comme si elles étaient indépendantes en soi. À un moment donné, les gens ils migraient pas et puis maintenant ils migrent, voilà. Bon. Indépendantes et équivalentes. Nourries de frustration profonde et de colère sans exutoire, dans nos villes comme dans nos campagnes, une partie du pays, ses citoyens se sont enfermés dans son territoire ou dans sa condition. Ce sentiment d'abandon, d'injustice, de relégation s'exprime régulièrement par des bouffées de révolte que notre République, depuis des décennies, peine à comprendre et à prévenir. Il y a un truc... Quand tu dis que les gens se sont enfermés dans leur territoire, comme si c'était eux qui avaient fait ce choix, c'est insupportable. Hein. En plus, c'est qu'elle peine à comprendre et à prévenir. C'est surtout que ce qu'elle ne peine pas à faire, c'est à réprimer, en fait. Voilà, elle n'a pas besoin de comprendre et prévenir, puisque tout son appareil, c'est de la violence et de la répression. Et de la tuerie, hein. Voilà, donc je rappelle quand même un truc, hein, parce qu'on parle de 2005, Ziad Ebouna, ça a fait justement un cycle d'énormes émeutes qu'on a vu à l'international. Alors moi je me rappelle, on essaye d'être... Là on est un peu grave, mais c'était un peu marrant de voir des Américains. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait CNN qui faisait des vues avec Strasbourg qui était quasiment au niveau de Berlin parce qu'ils savaient pas placer les trucs sur une carte européenne. C'est juste magnifique. Mais pour les gens qui ne savent pas, les émeutes en banlieue sont extrêmement fréquentes parce que la crise s'y abat depuis le début. C'est vraiment les gens en première ligne de la crise économique, du libéralisme, du néolibéralisme et du racisme. Il y avait déjà dans les années 70 à Paris. Il y en a une assez très connue à Vénissieux en 81, je crois. Et parce que les gens ne savent pas ça, mais la chanson de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi, tu connais cette chanson, voilà, a été écrite justement en réaction à cette... Enfin, pas en réaction, c'était pas réactionnaire, mais en réaction à cette émeute, justement. Envole-moi, c'était de dire, loin de cette fatalité qui colle à ma peau, voilà, je cite Jean-Jacques Goldman, c'était justement pour défendre les émeutiers. À l'époque, il y avait encore une gauche morale, comme on peut dire, mais qui faisait des chansons pour dire, peut-être que vivre dans ces conditions-là, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être pas, voilà, et il faut comprendre les révoltes, voilà. Donc les gens qui ne savent pas ça, la chanson Envole-moi de Jean-Jacques Goldman qui passe en soirée, etc., est une chanson pour défendre les émeutiers de banlieue, voilà, donc vous le saurez. Alors qu'il passe en soirée de vieux, hein, Chris. ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, il y a... Parce que les zoomers s'ambiancent beaucoup sur Envole-moi. Si, ils font ça
pour rigoler, et maintenant ils sauront que c'est une chanson, mais c'est drôle en tout cas. Ça... Bob Moran et les démons de minuit, hein. C'est ça. Donc ça traverse, en fait, c'est pas 2005, ça traverse l'histoire même des grands ensembles post-45, cette histoire d'émeutes et émeutes, répression depuis les années 70-80, et c'est comme ça qu'on a construit, on va le voir aussi avec notre camarade Célia justement qui a fait ça, mais c'est comme ça qu'on a construit médiatiquement, judiciairement, policièrement cette fameuse masse dangereuse. Voilà, ça date depuis 40 ans. Et lié à l'histoire coloniale, hein, bien sûr. Exactement. On peut reciter, je me permets juste de citer aussi le 17 octobre 61, parce que ça a été le triste anniversaire aussi, il n'y a pas longtemps, de révolte de travailleurs immigrés algériens qui ont été extrêmement brutalement réprimés par la police française. Le préfet de l'époque, c'était Maurice Papon, grand ami des nazis dans les années 40, hein, comme quoi l'épuration, on a tondu des meufs. Mais il y a des mecs qui s'en sont plutôt bien tirés, qui ont chopé des postes de préfet derrière. Et notamment, il y a des dizaines, voire des centaines d'Algériens qui ont été jetés à la Seine et qui sont morts noyés. Je crois qu'il était déjà chauve à l'époque, c'est pour ça qu'il est passé entre les mailles. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Je pense. Alors, on continue avec notre Dominique de Villepin. Dans une spirale infernale, ces accès de contestation, souvent violentes, engendrent la répression, la stigmatisation, la surenchère et réciproquement. Surenchère de qui ? C'est marrant, et la surenchère, il y a un équilibre, on dirait, entre la surenchère entre les... Chris. Voilà. Noisette. C'est comme Tondelier qui te dit, voilà, entre Israël et Palestine, moi j'aimerais une table où Israël et Palestine se parlent de manière égale. Bah là, c'est pareil, tu vois. Entre des quartiers populaires qui se révoltent et une police extrêmement brutale, il y a une équivalence, il y a de la surenchère des deux côtés, quoi. Voilà. Donc il a multiplié les morts, les blessés graves lors des manifestations, à la différence de nos voisins européens et la France, celle qui avait du drame. Alors c'est marrant, il confond tout. Et là, vraiment, ça c'est un truc important. Là, il parle du drame de Malik Oussekine, donc étudiant, mort en 86, je crois, pendant les manifestations étudiantes, sous les voltigeurs qu'on appelait à l'époque. Tu sais que voilà, donc des mecs à moto, des flics. De Charles Pasqua là. Que la Bravem a remis au goût du jour. Hein. C'était interdit, mais voilà. C'est vrai que ça nous manquait. À la mort de Rémi Fraisse en 2014, sous le mandat de gauche de François Hollande, n'avait connu aucun décès dans le cadre du maintien de l'ordre. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il parle du maintien de l'ordre, lors de manifs, lors d'actes, etc. Mais c'est pas la même chose qu'en banlieue. Voilà. Bah oui, Ziad Bouna, c'est pas ça. Hein. C'est ça. Naël, c'est pas ça. Hein. C'est pas des questions de maintien de l'ordre face à des manifestations. Hein. Et c'est aussi ça qu'il faut rappeler, il y a eu pendant 2018 toute une forme de conscientisation de la violence répressive policière par les gilets jaunes, tu sais, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller en manifestation, qui sont un peu, on va dire, j'ai parlé de gens qui ont subi la crise en premier, là c'était les classes moyennes, c'était les dernières classes moyennes à subir la crise et qui se sont retrouvées en manif et qui ont été confrontés et qui ont commencé à se dire « Ah mais je comprends ce que vivent les banlieues ». Le point de vue est intéressant, mais je pense qu'il est limité. Malgré tout, la violence que subissaient les gilets jaunes, c'était la violence, comme on a dit, de l'interdiction, de ne pas être dans telle manif, aux Champs-Élysées, etc. Mais ce n'est pas la violence ontologique que subissent des gens en banlieue parce qu'ils vivent là, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont racialisés comme ça, etc. Ça restait toujours, ce que dit Villepin, et sa conclusion qu'il fait là est vraiment soit malhonnête, soit en tout cas significative, ce n'est pas du maintien de l'ordre. C'est de la coercition de population. C'est de la violence qui n'est pas gratuite, qui a du sens politique, etc. Mais c'est de la coercition, ce n'est pas du maintien de l'ordre. Comme tu l'as dit, Ziad Bouna, comme Adama Traoré, comme Théo, etc. ne sont pas des gens qui étaient en manifestation, qui étaient en train de faire de la violence, etc. Puis de toute façon, je vais même aller plus loin. Même un délinquant n'a pas à être traité par la violence. Mais oui. C'est surtout ça. Voilà. Donc c'est déjà petit rappel. Violenter un délinquant, quand on est la police, ça doit être une circonstance aggravante. C'est justement, on ne prévient pas la violence par de la violence. C'est la base. Mais voilà. Et donc, en fait, l'idée même que c'est de la répression, que c'est face à quelque chose, etc. Non. Ce que vivent les gens dans les banlieues, c'est de la coercition et ça ne sera jamais la même chose que être réprimé parce qu'on est allé à la mauvaise manifestation. Ça peut permettre pour les gens de prendre conscience des choses, mais ça ne rappellera pas qu'il y a des territoires où vous êtes instantanément, quasiment dès la naissance, suspecté et violenté. Et non pas pour vos actes, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et cette différence, elle est très très importante. Les émeutes de 2023 l'ont rappelé, même imprévisible, c'est flambé dans rien d'accidentel. Elle traduit la fracture persistante entre l'État et une partie de la jeunesse, entre les institutions et ceux qui ne s'y reconnaissent plus. S'inscrivent dans une longue histoire, celle d'un mal français que l'on n'a jamais su traiter à la racine. Car parmi les grandes démocraties occidentales, la France et les États-Unis sont presque les seuls à connaître régulièrement ces explosions urbaines, alors que les mêmes inégalités existent ailleurs. C'est si vrai que ça. Déjà,
c'est pas si vrai. Et surtout, j'ai envie de dire Moi, que... je vois un point commun entre les États-Unis et la France. Hein. Moi C'est aussi. le rapport au racisme qui est vraiment bien différent. Par l'histoire coloniale notamment. Et les États-Unis sont nés sur un génocide, puis se sont développés sur l'esclavage et la ségrégation des personnes noires. Et nous, la France, on a une histoire coloniale extrêmement violente, avec des colonies de peuplement, etc. Enfin... Avec des petites différences, mais effectivement, les deux sont fondés sur la race profondément, avec un racisme extrêmement matérialiste et empiriste des États-Unis. C'est vraiment des gens qui ont fondé même leurs lois. On a souvent parlé des lois de Jim Crow, etc., avec ce slogan égaux mais séparés, mais égaux. Deux sociétés, une société avec les bus à l'avant, voilà. D'où aussi cette capacité à prendre conscience, à faire de la culture autour de ça dans le monde américain. Voilà. La France a le même rapport à la race, elle a créé l'indigénat, mais de manière très hypocrite. Elle s'enorgueillissait d'avoir une métropole antiraciste, de recevoir de manière gentille et égalitaire les jazzmen ségrégés des années 50 dans ses bistrots parisiens, alors qu'elle pratiquait le code de l'indigénat et qu'il y avait un droit particulier pour des masses de population dans ces colonies. Donc il y a une matrice de la race qui est très profonde dans ces deux pays, mais qui n'est pas gérée de la même manière, ce qui donne pas la même chose. Mais ce qui est intéressant dans les deux, c'est qu'il y a une dialectique où ces deux-là sont dans une contradiction entre des bourgeoisies qui promettent la liberté, l'égalité, la potentialité de s'émanciper de manière individuelle, avec quelque chose de très individualiste, très libéral aux États-Unis et très universaliste en France, qui rentre en contradiction à sa pratique réelle de la race. Et ça crée de la tension et de la violence. Dans un monde où tout l'ordre est incarné sur la racialisation, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais par exemple, je prends le monde hindouiste, tu vois, avec sa caste, etc., tout est cohérent pour que justement la caste fasse sens un peu partout. Et donc, comme elle s'imprime de la même manière, il n'y a pas d'effet dialectique et de contradiction. En France comme aux États-Unis, on vous vend à un moment donné l'universalisme en France, l'identité, les hommes naissent libres et égaux en droit, la Révolution française. Et en même temps, on vous traite de manière différenciée, ségrégée, racisée au quotidien. La même manière, aux États-Unis, on vous vend la liberté totale, potentielle, les hommes qui peuvent se réaliser. Et on se rend compte qu'en fait, la réalité empêche certaines personnes avec moins de capitaux et tout. Et donc ça rentre en contradiction. D'où la fabrication effectivement d'émeutes et de culture autour de ces émeutes-là. Et donc ce que nous fait croire Dominique de Villepin en faisant croire qu'on ne le comprend pas, si on le comprend. Mais nous en tant que communistes, il n'y a que les communistes qui peuvent le comprendre. Qui peuvent comprendre qu'il faut abolir non seulement l'ordre qui permet la reproduction de ces inégalités, c'est-à-dire l'ordre capitaliste de l'héritage, de la transmission des patrimoines, etc., et l'ordre raciste qui, justement, utilise la pénurie, la différenciation des capitaux avec la race en mettant les gens les plus racialisés au plus bas de leurs conditions, quoi. Cette spécificité française interroge, nous avons peut-être considéré des territoires avant de regarder des populations. Là, je pense que Zoé a dit l'inverse. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Moi, je pense qu'on a plutôt regardé des populations qu'on a ségrégées dans des territoires. Voilà, c'est vraiment le problème du colorblind, là, voilà. Peut-être que l'État s'est accoutumé à des zonages, peu à peu sont devenus des assignations à résidence sociale et identitaire. Oui, mais comme on vient de le dire, ça n'avait pas mis n'importe qui par hasard, quoi. Tout en prétendant combattre la logique de ghettoisation. C'est dans ce contexte qu'il faut relire les événements de 2005 qui ne furent pas un accident, mais une étape dans un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce fut peut-être l'une des dernières tentatives de fonder le maintien de l'ordre sur une priorité absolue, la protection de la vie, celle des manifestants comme des forces de l'ordre. Donc là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne s'est rien passé en 2005 dans les émeutes, parce qu'en fait, Ziad et Bouna sont morts avant les émeutes qui n'ont pas fait de morts. Je rappelle, en 20 ans, il y a eu des dizaines de morts par la police dans ces quartiers-là. Mais c'était pas du maintien de l'ordre, c'était pas des émeutes, c'est au quotidien. Voilà. Et il y en a encore plus depuis le quinquennat Hollande qui a fait passer la loi permis de tuer. Et c'est très net dans les graphes que maintenant les flics ont beaucoup plus tendance à tirer, notamment en cas de refus d'obtempérer, là, quand les gens se barrent parce qu'ils ont peur des flics. Et ça a explosé. Bref. Dernière en date, donc Naël, malheureusement. Alors, voilà. Malheureusement, pas du tout dernière en date, il y en a eu plein d'autres. Oui, bien sûr, mais qui a enchaîné des émeutes, c'est ça que je voulais dire en 2023. Voilà. Tout à fait. Parce que la particularité de l'histoire de Naël, c'est que le meurtre est filmé. Le meurtre est filmé en direct, on voit le policier tirer à bout portant dans la poitrine de cet enfant, car Naël aussi était mineur. Et je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus insupportable. Pour la petite histoire, à 3 semaines d'écart avec Naël, il y a un jeune homme, je crois d'origine guinéenne, qui a été tué le matin très tôt au volant de sa voiture. Un mec qui allait embaucher à l'usine.
Et les flics ont raconté que je sais pas quoi, qu'il avait fait un refus d'obtempérer de trucs. Un refus d'obtempérer de quoi? Le gars allait au taf. C'était sur une route de campagne. Par contre, il avait la mauvaise idée de pas avoir la bonne couleur de peau. Et le mec aurait été buté pour refus d'obtempérer. Il n'y a pas de caméra, donc on saura jamais ce qui s'est passé. Ouais. Mais là, du coup, comme on n'a pas pu construire un récit de la délinquance, voilà, etc. Vous êtes délinquant, ça n'autorise personne à être tué. Voilà, je le rappelle. Tout ça devrait vous dire, et c'est ça aussi où la violence, on va le voir tout à l'heure, voilà, dans l'extrême, mais de croire qu'il y a des gens qui peuvent être traités, violentés. C'est ça la racialisation, c'est ça la violence. C'est pas ce qu'ils ont fait, etc. Non, les délinquants, et là ça s'applique à tout le monde, ne doivent pas être violentés, encore moins tués. Peu importe ce qu'ils ont fait. Il se trouve que dans le cadre de Ziad Bouna, même si encore une fois la question ne se pose pas, parce que même si ça avait été le cas, ça n'aurait pas dû avoir lieu, mais dans le cadre de Ziad Bouna, il est avéré qu'il n'y avait eu aucun délit de commis. Exactement. Ces événements furent à l'origine de la loi pour l'égalité des chances, donc là il défend son bilan catastrophique, qui n'a malheureusement pas su répondre à toutes ces attentes. Bah oui, et c'est là, tiens, très intéressant. Vous pouvez vous vanter de faire l'égalité des chances, ce que vous voulez, toutes ces bêtises au quotidien. Si vous menez une politique néolibérale de droite conservatrice, bah vous n'aurez jamais les moyens concrets, matérialistes, économiques pour pouvoir faire l'égalité des chances. Tout ça restera du blabla. Donc pour les gens qui pensent que Villepin pourrait peut-être être concurrencer la gauche, bah voilà, tout ça est du blabla de néolibéraux conservateurs. Il a déjà essayé, mais son logiciel économique libéral ne lui permettra jamais de transformer radicalement la société et de même incarner profondément l'égalité des chances. Le 27 octobre, Ziad Bouna perdait la vie dans un transformateur. On l'a dit, leur ami Maïtin à Thune, grièvement blessé, en réchappa de justesse. Cette tragédie fut le déclencheur d'un embrasement national. L'émotion se transforma en colère. À Clichy, les premières voitures brûlent. Le 30 octobre, une grenade lacrymogène fut tirée à la mosquée Bilal en plein ramadan, au moment de la rupture du jeûne. Je pense qu'ils n'avaient pas dû faire exprès. C'est un coup par vite. Non, voilà. c'est sûr que non. Voilà. Non, c'est, voilà. Gagnant progressivement toutes les banlieues, partout le sentiment d'une république absente semblait criant. Alors à l'époque, on va le voir, hein, mais t'avais pas cette compréhension, Dominique. Hein, non. voilà. Non. Donc là, il est en campagne, il essaye de se laver plus blanc que blanc, mais on va rappeler les choses. Dans la République, une partie de l'année, confrontant le discours d'égalité à la réalité du quotidien. Aujourd'hui, 20 ans après, je me souviens de ces visages qui restent gravés dans ma mémoire, blabla. Entre implacable responsabilité du pouvoir, voilà, tu vois, c'est le pauvre, il était au pouvoir, Premier ministre. Voilà 20 ans que j'essaye de comprendre ce qui génère de telles fractures et conduit de tels drames, et je me rends compte avec une grande attitude que nous persévérons toujours dans le déni de l'abandon. Là, on est vraiment dans un type qui essaye de préparer sa campagne. Hein. Ces événements ne sont pas nés du hasard. Ah oui, je l'avais pas lu jusqu'au bout. Ça s'inscrivait déjà dans une longue chaîne, 81, les Minguettes, Vénitieux, donc on en a parlé. La marche pour l'égalité. Marche pour l'égalité, hein, je rappelle, qui a été gangrénée, récupérée, transformée par SOS Racisme. Hein. Voilà, donc tout ça est une matrice de la colonialité et on va dire de la neutralisation de l'antiracisme dans ce pays, donc SOS Racisme. Partout, la même, issue de l'immigration française par la loi, souvent française par la loi et souvent par le cœur. C'est le souvent un peu dégueulasse, tu sais, genre... Mais dans tout ce texte, c'est insidieux. T'as une tentative de se blanchir tout en te rappelant quand même que ça reste un petit peu une sale merde de droitard de merde, quoi. Alors qu'il n'y a pas besoin de se blanchir, hein. Pour le coup. L'impression d'humiliation, leur vie compte moins de celle des autres. La tension était extrême, certains propos publics, le Karcher, les racailles ont pu blesser. Non, je pense qu'ils ont pu insulter, violenter. Ce sont des violences. Oui, et puis c'était ton ministre de l'Intérieur qui a dit ça, Dominique de Villepin. Tu étais Premier ministre. Tu l'as nommé ministre de l'Intérieur. Ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, petit appel à la droite. Il rappelle que c'était Nicolas Sarkozy. Nous différions certes sur les mots, sur la méthode, et plus encore sur la conception de l'autorité, mais nous servions la même exigence, la République tienne debout, qu'elle protège tous ses enfants. Non. Le seul truc qui est tenu debout, c'est vos intérêts bourgeois et la police. Voilà. Quelle noisette, hein. Voilà, donc jamais la solitude de pouvoir, je vais pas tout lire, c'est pourquoi j'ai reçu les familles des victimes en présence de Nicolas Sarkozy le 1er novembre. D'ailleurs, les familles des victimes à l'époque avaient dit que ça avait été assez obscène en fait, cette espèce de mise en scène de leur rencontre et tout. Exactement. Donc 20 ans après les fractures de mœurs, ce n'est pas le manque de moyens qui fait défaut, mais la vision d'ensemble. C'est pas le manque de moyens, pourquoi ? Pour vivre dans de bonnes conditions, Dominique de Villepin ? C'est ça. Bon. En 2018, les Gilets jaunes ont exprimé une autre révolte, le sentiment d'abandon. Donc tu vois, vraiment, il essaie de faire vraiment sa noisette Gaulienne. Mais ça ressemble à Marine Tondelier en plus. C'est ça. Le sentiment d'abandon, Allez voir Marine Tondelier. La fracture, le nana. En fait, c'est que des gens, ils sont un peu tristes parce qu'ils sont tout seuls. Il n'y est jamais question de politique, de conditions de vie matérielle concrète des gens. Jamais.
C'est insupportable. Donc la loi, l'uniforme, le pacte social est rompu, le drame Ziad Bouna, c'est le drame d'une jeunesse française qui ne demandait qu'à être reconnue et respectée comme telle. Non. Exister comme les autres, c'est ça l'antiracisme, c'est pas être reconnu, c'est justement ne pas être reconnu. C'est le problème des gens racisés, c'est que la police les reconnaît et ne reconnaît pas les autres. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des contrôles aux faciès. Donc tout le monde voudrait pouvoir avoir la tranquillité de ne pas être reconnu, assigné. Voilà, c'est tout l'inverse, quoi. La vérité est la plus difficile des vertus car elle nous met individuellement et collectivement face à nos contradictions, à nos craintes, à nos erreurs. La République doit se réconcilier avec elle-même. Non pas en opposant l'ordre et la justice, mais en les réconciliant. Non. Il n'y a pas d'ordre juste, comme avait dit en 2007 Ségolène Royal, qui avait adopté cette pente-là. Je rappelle, en 2005, tout le monde avait adopté la pente de la répression. Personne n'avait adopté la pente de l'antiracisme après l'affaire Ziad Bouna. Voilà. 2005 demeure une question brûlante. La France a besoin d'un État qui protège, d'une école qui élève, d'une justice qui répare. C'est à ce prix, 20 ans après, que nous pourrons redonner un sens à la formule républicaine, liberté, égalité, fraternité. Bon, voilà. Dominique de Villepin, on a été un peu vite, allez voir, mais c'est du blabla de droitard en campagne, tout simplement. Donc on va le ramener par rapport aux faits. Notre ami Rêve et camarade le rappelle avec ses termes. Rêve, c'est voilà, il est toujours comme on l'aime bien. Assez direct. Assez direct. Lui et l'autre merde de Sarko les traitaient de cambrioleurs et envoyaient les flics casser du noir arabe dans les quartiers. C'est ça. Nous, on a fait quand même... Rêve qui est de l'association militante Isonomia, dont on a déjà parlé ici. Les copains. Basée à Nantes. Voilà. Camarade. Je me rappelle, il avait raconté lors d'une tentative de cambriolage. C'était pas le jour même en plus, c'était quelques jours après. Donc il savait très bien ce qui s'était passé, puisque comme tu l'as raconté, on avait déjà les extraits de la BAC. À moins que le Premier ministre n'ait pas eu les enregistrements de la BAC que Zoé a eu. Il savait pas. Zoé a le bras long quand même, mais faut pas exagérer quand même. Voilà. 3 d'entre eux qui n'étaient pas poursuivis sont allés se cacher en escaladant un mur d'enceinte 3 mètres. Il semblait que 2 d'entre eux se soient électrocutés. Donc tout est faux là. Il n'y avait pas de cambriolage. Ils étaient bien poursuivis. Enfin, tout est faux là-dedans. Tout est un mensonge. Et en plus, on l'a répété, mais on le redit, si ça avait été le cas, mais ça serait un problème quand même, en fait. Même s'ils avaient été cambrioleurs, être traités comme ça, c'est pas normal. C'est de la justice particulière raciste. Voilà. Si demain vous vous opposez en disant « Moi, je suis pas raciste, mais... » Bon, déjà, tu sais le... Quand ça commence par « je suis pas raciste, mais les Noirs et les Arabes qui font rien, ils ont le droit d'être bien traités. Par contre, ceux qui sont délinquants, ils peuvent être poursuivis et violentés. » C'est du racisme. C'est pas parce que vous avez distingué dans votre tête les bons des mauvais. Quand vous faites de la justice particulière, ça s'appelle du racisme. Et c'est les mêmes actuellement parce que Sarkozy est en prison pour avoir fait d'énormes dingueries, rappel. Exactement, allez voir nos capsules là-dessus. C'est très marrant quand on voit CNews trouver la justice pas assez laxiste. Voilà. Donc voilà, il s'agissait, selon les indications qui m'ont été données, donc Premier ministre, tu vois le niveau de cambrioleur qui était à l'œuvre. Ça, c'est Dominique de Villepin de l'époque. Donc on voit l'écart entre les deux, on voit qu'il y a une campagne présidentielle qui se prépare et à laquelle il est candidat. Voilà. Donc il continue. Bon voilà, Dominique de Villepin regrette ne pas avoir tout de suite trouvé les mots justes pour qualifier ce qui s'était passé. Bah oui, là on vient de le ressortir. Donc il continue de dire pardon, etc. D'avoir pu accroître le sentiment d'injustice que les familles et d'autres pouvaient ressentir. En vrai, franchement, Dominique, on s'en bat les couilles. Tu vois, vraiment, on s'en bat les couilles. Oui, on s'en bat. N'explique pas pourquoi à l'époque tu as tenu cette position. C'est quoi les positions politiques qui font que tu as tenu comme ça ? Parce que, en fait, t'as pas changé de position politique. Donc que tu viennes faire ta petite confession de con. Tu sais, c'est toujours la même chose sur ces questions quand quelqu'un a fait de la merde et qu'ensuite il vient reconnaître qu'il a fait de la merde. Ça n'a aucun intérêt si on n'a pas compris quelles ont été les conditions qui t'ont amené à faire de la merde et comment on modifie ces conditions pour être sûr que ce genre de merde ne se reproduise pas. Et ça, jamais la question ne va être posée. Et voilà, et le dépositionnement dont on parle. Donc le dépositionnement, ce serait de sortir de ton volonté d'être président de droite comme tu l'as toujours été et ce que tu voulais déjà être en 2005, tu vois. Si tu veux vraiment être dépositionné, moi je propose un truc pour vraiment montrer patte blanche, que tu as vraiment compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure de la séquence 2005-2025, de la construction d'une gauche radicale en opposition au front libéral raciste qui a été construit aussi un peu par toi et ton copain Sarkozy. Moi je te propose de rejoindre la France insoumise, voilà, sans rien demander, pour te dire, bah voilà, j'ai compris qu'en 2005 j'étais un droitard raciste qui mettait en place les conditions du néolibéralisme et de la crise raciste.
Aujourd'hui, je me rends compte du problème palestinien, je me rends compte de l'antiracisme. Je sais pas ce que t'en penses, Zoé, mais voilà, rejoins la France insoumise sans rien demander, en disant que t'as compris quelle était la force progressiste dans ce pays, quoi. Voilà. Ouais, puis il peut même, je sais pas, mettre en avant des collectifs militants encore plus radicaux sur ces questions-là. Moi, je pense au FUIQP, par exemple, au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Il y a notamment Saïd Bouamama, qui est une des têtes de ce collectif. Vas-y, Dominique de Villepin, va apprendre ce que sont ces militants qui militent depuis des décennies sur le terrain sur ces questions-là et qui se sont très fortement opposés à toi. A raison. File-leur la thune que tu as prévue pour financer ta campagne. Fais-le. Complètement d'accord. Saïd, qu'on a reçu sur la chaîne il n'y a pas longtemps et qui a été un des premiers à faire cette critique du mythe national. Il y a plein de livres de Saïd là-dessus, sur le mythe national, sur comment on traite les banlieues, sur le racisme structurel de ce pays. Un des meilleurs livres que j'avais lu de Saïd, c'était Les classes et quartiers populaires, où justement il fait une analyse et de classe et de la racisation. Lisez tout ça, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un pionnier. Voilà. Merci d'avoir cité Saïd. On pense à lui. Il reviendra bientôt, je pense, sur nos chaînes. On va clore avec, on l'avait dit, allez voir ça. Donc, si vous connaissez pas Célia, Célia sur Twitter, elle a fait un super travail. Voilà, donc quand il y a des super travaux, nous on met en avant, on va pas récupérer les choses. Donc allez voir ce qu'elle a fait. Elle a fait 20 ans de stratégie médiatique pour criminaliser, décrédibiliser, puis invisibiliser. Voilà, elle fait exprès par contre pour que je galère à prononcer. Toute une partie de la population au JT de 20h. Que retenir des 178 sujets analysés? Que disent-ils des violences policières de Zied, de Bouna, de Naël, des quartiers, etc. Enfin, ouais, ne passez pas, on va le mettre en description. Ne passez pas à côté du travail qu'a fait Célia. Donc c'est sur à la TV, sur ma TV. Il y a toute une analyse de fond sur ces 20 ans dont on a parlé, nous, de construction de cette confusion et de cette matrice libérale raciste. Il y a tout ça. Elle en a fait aussi des trades. Donc suivez Célia, allez voir cet énorme travail qu'elle a fait. C'est vraiment un momentum indispensable pour comprendre ce qu'on vient essayer de tenter d'expliquer. On vous a donné des clés, mais pour vraiment approfondir et pour vraiment savoir. Force à Célia, c'est super ce qu'elle fait. Et même, elle a fait ça, mais tout ce qu'elle fait en général et ce qu'elle diffuse, c'est top. Voilà. Est-ce que tu veux conclure sur Dominique? Est-ce que tu penses que Dominique pourra être cet homme providentiel, cette noisette qui va rassembler la République, Zoé? Je pense que Dominique va être exactement ce qu'on a dit depuis le départ. Je vous rappelle que le Saint Graphique a mis Dominique de Villepin à 4%, je crois. C'est ça, Chris? 4%, ouais. C'est pas mal. Pour de multiples raisons, et notamment parce que il est vraiment en mode noisette coincé entre deux forces. Et là, vraiment, c'est ce qu'on redit. Quand je dis que c'est une forme de Marine Tondelier de droite, mais je le pense vraiment, parce que cette espèce de tentative de lisser les oppositions n'est en fait qu'une manière de faire perdurer l'ordre établi, oppressif, et là, pour ce cas-là, l'ordre raciste et l'ordre de classe qui a amené à la mort de ces deux enfants, Ziad et Bouna. En tout dernier mot, je pense que, comme beaucoup je le pense, on pense très fort aux proches de Ziad et Bouna, qui 20 ans après doivent toujours, de manière extrêmement douloureuse, penser à cet épisode. Allez voir les ressources qu'on vous a données, mais vous allez voir qu'il y a eu de multiples rebondissements judiciaires derrière, avec un non-lieu, parce qu'il y avait eu une plainte pour non-assistance à personne en danger qui avait été portée contre les policiers. Ça a été une bataille extrêmement longue qui n'a pas été victorieuse pour les familles des Ziad et Bouna, qui non seulement ont perdu leurs enfants, mais en plus ont été traînés dans la boue, humiliés et n'ont pas obtenu justice pour la perte de leurs enfants. Et on pense à toutes les victimes tuées par la police, toutes les victimes de violences policières évidemment, qui, comme on l'a dit, on a cité Naël, Ziad, Bouna, Malikou Sekine, mais en fait il y en a des dizaines et des dizaines chaque année, et ça continue et ça augmente depuis les choix du Parti Socialiste. Et il est donc l'occasion de rappeler quand même que plus jamais Dominique de Villepin, certes, mais plus jamais PS non plus. Tous ces gens sont faits du même bois et n'ont pas prévu de s'attaquer au système qui crée ça, parce que ce sont bien des effets de système, ce sont pas des gens qui se sentent isolés, je sais pas quoi. Ce sont les conséquences de l'ordre capitaliste raciste qui existe dans notre pays et contre lequel, avec plein d'autres camarades, nous avons envie de lutter. On vous a un peu parlé de Saïd Bouamama tout à l'heure. C'est l'occasion de rappeler que le 11 novembre, La Brèche, notre association, est signataire d'un appel à la marche pour la paix. Marche qui aura lieu le 11 novembre en région parisienne. Le départ est à Paris, gare Port-Royal, dans le 5e arrondissement. Il y a un rassemblement à 14h et puis ensuite une marche en direction du ministère des Armées contre les guerres impérialistes, contre les guerres de l'OTAN et de l'UE et contre la politique guerrière d'Emmanuel Macron, le budget de guerre, etc. C'est à l'appel de nombreuses organisations et notamment le FUIQP dont on a parlé, de Saïd Bouamama, et de l'URC dont il fait aussi partie, mais aussi les jeunesses communistes, la FSE, Sud étudiants. Alors il y a vraiment beaucoup de signataires, Peau Noire, Ligne Rouge. Je vais en oublier plein. Bref, allez voir les LJR, appels.
Et écoutez, si ça vous dit, on se retrouve à Paris le 11 novembre à 14h, gare Port-Royal, pour faire partie de ce mouvement avec toutes ces organisations qui sont nos camarades et qu'on est ravis de côtoyer dans ces luttes. Sur ce, les amis, si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter, vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, sur laquelle est sorti récemment un entretien avec Johan du Canard Réfractaire sur l'organisation, le mode d'organisation dans les luttes. Il y aura bientôt d'autres entretiens qui vont être publiés sur ces chaînes. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo sur la chaîne de Padu. Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir le travail de notre asso, nous soutenir sur le Tipeee, dont vous aurez le lien en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut, lâchez rien. Salut les gens.